Chapitre 14. Quand je revins à moi, il était nuit. J'étais couché dans un grabat. Une lanterne qui vacillait au plafond me fit voir d'autres grabats alignés des deux côtés du mien. Je compris qu'on m'avait transporté à l'infirmerie. Je restai quelques instants éveillé, mais sans pensée et sans souvenir, tout entier au bonheur d'être dans un lit. Certes, en d'autres temps, ce lit d'hôpital et de prison m'eût fait reculer de dégoût et de pitié. Mais je n'étais plus le même homme. Les draps étaient gris et rudes au toucher, la couverture maigre et trouée. On sentait la paillasse à travers le matelas. Qu'importe, mes membres pouvaient se déroidir à l'aise dans ces draps grossiers. Sous cette couverture, si mince qu'elle fût, je sentais se dissiper peu à peu cet horrible froid de la moelle des os dont j'avais pris l'habitude. Je me rendormis. Un grand bruit me réveilla. Il faisait petit jour. Ce bruit venait du dehors. Mon lit était à côté de la fenêtre. Je me levai sur mon séant pour voir ce que c'était. La fenêtre donnait sur la grande cour de Bicêtre. Cette cour était pleine de monde. Deux haies de vétérans avaient peine à maintenir libre, au milieu de cette foule, un étroit chemin qui traversait la cour. Entre ce double rang de soldats cheminaient lentement, cahotées à chaque pavé, 5 longues charrettes chargées d'hommes. C'étaient les forçats qui partaient. Ces charrettes étaient découvertes. Chaque cordon en occupait une. Les forçats étaient assis de côté sur chacun des bords, adossés les uns aux autres, séparés par la chaîne commune qui se développait dans la longueur du chariot et sur l'extrémité de laquelle un argousin debout, fusil chargé, tenait le pied. On entendait bruire leurs fers et, à chaque secousse de la voiture, on voyait sauter leurs têtes et ballotter leurs jambes pendantes. Une pluie fine et pénétrante glaçait l'air et collait sur leurs genoux leurs pantalons de toile, de gris devenus noirs. Leurs longues barbes, leurs cheveux courts ruisselaient. Leurs visages étaient violets, on les voyait grelotter et leurs dents grinçaient de rage et de froid. Du reste, pas de mouvement possible. Une fois arrivé à cette chaîne, on n'est plus qu'une fraction de ce tout hideux qu'on appelle le cordon, et qui se meut comme un seul homme. L'intelligence doit abdiquer, le carcan du bagne la condamne à mort. Et quant à l'animal lui-même, il ne doit plus avoir de besoin et d'appétit qu'à heure fixe. Ainsi, immobiles, la plupart demi-nus, tête découverte et pieds pendants, ils commençaient leur voyage de 25 jours, chargés sur les mêmes charrettes, vêtus des mêmes vêtements pour le soleil à plomb de juillet et pour les froides pluies de novembre. On dirait que les hommes veulent mettre le ciel de moitié dans leurs offices de bourreaux. Il s'était établi entre la foule et les charrettes je ne sais quel horrible dialogue. Injures d'un côté, bravade de l'autre, imprécautions des deux parts. Mais, à un signe du capitaine, je vis les coups de bâton pleuvoir au hasard dans les charrettes, sur les épaules ou sur les têtes, et tout rentra dans cette espèce de calme extérieur qu'on appelle l'ordre. Mais les yeux étaient pleins de vengeance, et les poings des misérables se crispaient sur leurs genoux. Les 5 charrettes, escortées de gendarmes à cheval et d'argousins à pied, disparurent successivement sous la haute porte cintrée de Bicêtre. Une 6e les suivit, dans laquelle ballottaient pêle-mêle les chaudières, les gamelles de cuivre et les chaînes de rechange. Quelques gardes-chourmes qui s'étaient attardés à la cantine sortirent en courant pour rejoindre leur escouade. La foule s'écoula. Tout ce spectacle s'évanouit comme une fantasmagorie. On entendit s'affaiblir par degrés dans l'air le bruit lourd des roues et des pieds des chevaux sur la route pavée de Fontainebleau, le claquement des fouets,
le cliquetis des chaînes et les hurlements du peuple qui souhaitait malheur au voyage des galériens. Et c'est là pour eux le commencement. Que me disait-il donc, l'avocat? Les galères. Ah, oui, plutôt 1000 fois la mort, plutôt l'échafaud que le bagne, plutôt le néant que l'enfer, plutôt livrer mon cou au couteau de guillotin qu'au carcan de la chiourme. Les galères, juste ciel. Chapitre 15. Malheureusement, je n'étais pas malade. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Le cachot me reprit. Pas malade, en effet. Je suis jeune, sain et fort. Le sang coule librement dans mes veines. Tous mes membres obéissent à tous mes caprices. Je suis robuste de corps et d'esprit, constitué pour une longue vie. Oui, tout cela est vrai. Et cependant, j'ai une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. Depuis que je suis sorti de l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou. C'est que j'aurais peut-être pu m'évader si l'on m'y avait laissé. Ces médecins, ces sœurs de charité, semblaient prendre intérêt à moi. Mourir si jeune et d'une telle mort, on eût dit qu'ils me plaignaient tant ils étaient empressés autour de mon chevet. Bah, curiosité. Et puis, ces gens qui guérissent vous guérissent bien d'une fièvre, mais non d'une sentence de mort. Et pourtant cela leur serait si facile, une porte ouverte. Qu'est-ce que cela leur ferait? Plus de chance maintenant. Mon pourvoi sera rejeté, parce que tout est en règle. Les témoins ont bien témoigné, les plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé. Je n'y compte pas, à moins que... Non, folie, plus d'espérance. Le pourvoi, c'est une corde qui vous tient suspendu au-dessus de l'abîme, et qu'on entend craquer à chaque instant, jusqu'à ce qu'elle se casse. C'est comme si le couteau de la guillotine mettait 6 semaines à tomber. Si j'avais ma grâce, avoir ma grâce, et par qui? Et pourquoi? Et comment? Il est impossible qu'on me fasse grâce. L'exemple, comme ils disent. Je n'ai plus que 3 pas à faire. Bicêtre, la conciergerie, la grève. Chapitre 16. Pendant le peu d'heures que j'ai passé à l'infirmerie, je m'étais assis près d'une fenêtre, au soleil. Il avait reparu. Ou du moins recevant du soleil tout ce que les grilles de la croisée m'en laissaient. J'étais là, ma tête pesante et embrasée dans mes 2 mains, qui en avaient plus qu'elles n'en pouvaient porter, mes coudes sur mes genoux, les pieds sur les barreaux de ma chaise, car l'abattement fait que je me courbe et me replie sur moi-même, comme si je n'avais plus ni os dans les membres, ni muscles dans la chair. L'odeur étouffée de la prison me suffoquait plus que jamais. J'avais encore dans l'oreille tout ce bruit des chaînes des galériens. J'éprouvais une grande lassitude de Bicêtre. Il me semblait que le bon Dieu devrait bien avoir pitié de moi et m'envoyer au moins un petit oiseau pour chanter là, en face, au bord du toit. Je ne sais si ce fut le bon Dieu ou le démon qui m'exauça, mais presque au même moment j'entendis s'élever sous ma fenêtre une voix, non celle d'un oiseau, mais bien mieux, la voix pure, fraîche, veloutée d'une jeune fille de 15 ans. Je levai la tête comme en sursaut. J'écoutais avidement la chanson qu'elle chantait. C'était un air lent et langoureux, une espèce de roucoulement triste et lamentable. Voici les paroles. C'est dans la rue du Mail où j'ai été coltigé, maluré, par 3 coquins de rail, l'irlonfa malurette. Sur mes sics on forcé, l'irlonfa maluré. Je ne saurais dire combien fut amer mon désappointement. La voix continua. Sur mes sics on forcé, maluré. Ils m'ont mis la tartouve,
lire l'onfa Malurette. Grand Meudon et Aboul, lire l'onfa Maluré. Dans mon trimain rencontre, lire l'onfa Malurette. Un pègre du quartier, lire l'onfa Maluré. Un pègre du quartier, Maluré. Va-t-on dire à ma largue, lire l'onfa Malurette, que je suis enfouraillé, lire l'onfa Maluré. Ma largue, tout en colère, lire l'onfa Malurette, me dit, qu'as-tu donc, morfillé, lire l'onfa Maluré. Me dit, qu'as-tu donc, morfillé, Maluré. J'ai fait suer un chêne, lire l'onfa Malurette. Son auberge est engantée, lire l'onfa Maluré. Son aubert et sa toquante, lire l'onfa Malurette. Et ses attaches de ses, lire l'onfa Maluré. Et ses attaches de ses, Maluré. Ma largue part pour Versailles, lire l'onfa Malurette. Au pied de sa majesté, lire l'onfa Maluré. Elle lui enfonce un babillard, lire l'onfa Malurette. Pour me faire défourailler, lire l'onfa Maluré. Pour me faire défourailler, Maluré. Ah, si j'en défouraille, lire l'onfa Malurette. Ma largue j'entifferai, lire l'onfa Maluré. Je l'y ferai porter fontange, lire l'onfa Malurette. Et souliers galuchés, lire l'onfa Maluré. Et souliers galuchés, Maluré. Mes grands dabs qui se fâchent, lire l'onfa Malurette. Dit, par mon caloquet, lire l'onfa Maluré. Je l'y ferai danser une danse, lire l'onfa Malurette. Où il n'y a pas de plancher, lire l'onfa Maluré. Je n'en ai pas entendu et n'aurais pu en entendre davantage. Le sens à demi compris et à demi caché de cette horrible complainte, cette lutte du brigand avec le guet, ce voleur qu'il rencontre et qu'il dépêche à sa femme, cet épouvantable message. J'ai assassiné un homme et je suis arrêté. J'ai fait suer un chêne et je suis enfouraillé. Cette femme qui court à Versailles avec un placet, et cette majesté qui s'indigne et menace le coupable de lui faire danser la danse où il n'y a pas de plancher. Et tout cela chanté sur l'air le plus doux et par la plus douce voix qui ait jamais endormi l'oreille humaine. J'en suis resté navré, glacé, anéanti. C'était une chose repoussante que toutes ces monstrueuses paroles sortant de cette bouche vermeille et fraîche. On eût dit la bave d'une limace sur une rose. Je ne saurais rendre ce que j'éprouvais. J'étais à la fois blessé et caressé. Le patois de la caverne et du bagne, cette langue ensanglantée et grotesque, ce hideux argot marié à une voix de jeune fille, gracieuse transition de la voix d'enfant à la voix de femme, tous ces mots difformes et mal faits, chantés, cadencés, perlés. Ah, qu'une prison est quelque chose d'infâme. Il y a un venin qui y salit tout. Tout s'y flétrit, même la chanson d'une fille de 15 ans. Vous y trouvez un oiseau, il y a de la boue sur son aile. Vous y cueillez une jolie fleur, vous la respirez. Elle pue. Chapitre 17. Oh, si je m'évadais, comme je courrais à travers les champs. Non, il ne faudrait pas courir. Cela fait regarder et soupçonner. Au contraire, marchez lentement, tête levée, en chantant. Tâchez d'avoir quelques vieux sarraux bleus à dessins rouges. Cela déguise bien. Tous les maraîchers des environs en portent. Je sais auprès d'Arcueil un fourré d'arbres à côté d'un marais où, étant au collège, je venais avec mes camarades pêcher des grenouilles tous les jeudis. C'est là que je me cacherai jusqu'au soir. La nuit tombée, je reprendrai ma course. J'irai à Vincennes. Non, la rivière m'empêcherait. J'irai à Arpajon. Il aurait mieux valu prendre du côté de Saint-Germain et aller au Havre et m'embarquer pour l'Angleterre. N'importe quoi. J'arrive à Longjumeau. Un gendarme passe, il me demande mon passeport. Je suis perdu. Ah, malheureux rêveur, brise donc d'abord le mur épais de 3 pieds qui t'emprisonne. La mort. La mort. Quand je pense que je suis venu tout enfant, ici, à Bicêtre,
voir le grand puits et les fous. Chapitre 18. Pendant que j'écrivais tout ceci, la lampe a pâli, le jour est venu. L'horloge de la chapelle a sonné 6 heures. Qu'est-ce que cela veut dire? Le guichetier de garde vient d'entrer dans mon cachot. Il a ôté sa casquette, m'a salué, s'est excusé de me déranger, et m'a demandé, en adoucissant de son mieux sa rude voix, ce que je désirais à déjeuner. Il m'a pris un frisson. Est-ce que ce serait pour aujourd'hui? Chapitre 19. C'est pour aujourd'hui. Le directeur de la prison lui-même vient de me rendre visite. Il m'a demandé en quoi il pourrait m'être agréable ou utile, a exprimé le désir que je n'eusse pas à me plaindre de lui ou de ses subordonnés, s'est informé avec intérêt de ma santé et de la façon dont j'avais passé la nuit. En me quittant, il m'a appelé monsieur. C'est pour aujourd'hui. Chapitre 20. Il ne croit pas, ce geôlier, que j'ai à me plaindre de lui et de ses sous-geôliers. Il a raison. Ce serait mal à moi de me plaindre. Ils ont fait leur métier. Ils m'ont bien gardé. Et puis ils ont été polis à l'arrivée et au départ. Ne dois-je pas être content? Ce bon geôlier, avec son sourire bénin, ses paroles caressantes, son œil qui flatte et qui espionne, ses grosses et larges mains, c'est la prison incarnée, c'est Bicêtre qui s'est fait homme. Tout est prison autour de moi. Je retrouve la prison sous toutes les formes, sous la forme humaine comme sous la forme de grille ou de verrou. Ce mur, c'est de la prison en pierre. Cette porte, c'est de la prison en bois. Ces guichetiers, c'est de la prison en chair et en os. La prison est une espèce d'être horrible, complet, indivisible, moitié maison, moitié homme. Je suis sa proie. Elle me couve, elle m'enlace de tous ses replis. Elle m'enferme dans ses murailles de granit, me cadenasse sous ses serrures de fer et me surveille avec ses yeux de geôlier. Ah, misérable, que vais-je devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Chapitre 21. Je suis calme maintenant. Tout est fini, bien fini. Je suis sorti de l'horrible anxiété où m'avait jeté la visite du directeur. Car, je l'avoue, j'espérais encore. Maintenant, Dieu merci, je n'espère plus. Voici ce qui vient de se passer. Au moment où 6h30 sonnaient, non, c'était l'avant-quart, la porte de mon cachot s'est rouverte. Un vieillard à tête blanche, vêtu d'une redingote brune, est entré. Il a entr'ouvert sa redingote. J'ai vu une soutane, un rabat. C'était un prêtre. Ce prêtre n'était pas l'aumônier de la prison. Cela était sinistre. Il s'est assis en face de moi avec un sourire bienveillant, puis a secoué la tête et levé les yeux au ciel, c'est-à-dire à la voûte du cachot. Je l'ai compris. « Mon fils, m'a-t-il dit, êtes-vous préparé ?» Je lui ai répondu d'une voix faible. Je ne suis pas préparé, mais je suis prêt. Cependant, ma vue s'est troublée. Une sueur glacée est sortie à la fois de tous mes membres. J'ai senti mes tempes se gonfler et j'avais les oreilles pleines de bourdonnements. Pendant que je vacillais sur ma chaise comme endormi, le bon vieillard parlait. C'est du moins ce qu'il m'a semblé, et je crois me souvenir que j'ai vu ses lèvres remuer, ses mains s'agiter, ses yeux reluire. La porte s'est rouverte une seconde fois. Le bruit des verrous nous a arrachés, moi à ma stupeur, lui à son discours. Une espèce de monsieur en habit noir accompagné du directeur de la prison s'est présenté et m'a salué profondément.
Cet homme avait sur le visage quelque chose de la tristesse officielle des employés des pompes funèbres. Il tenait un rouleau de papier à la main. « Monsieur, » m'a-t-il dit avec un sourire de courtoisie, « je suis huissier près de la cour royale de Paris. J'ai l'honneur de vous apporter un message de la part de monsieur le procureur général. » La première secousse était passée. Toute ma présence d'esprit m'était revenue. « C'est monsieur le procureur général, » lui ai-je répondu, « qui a demandé si instamment ma tête. Bien de l'honneur pour moi qu'il m'écrive. J'espère que ma mort lui va faire grand plaisir. Car il me serait dur de penser qu'il l'a sollicitée avec tant d'ardeur et qu'elle lui était indifférente. J'ai dit tout cela, et j'ai repris d'une voix ferme. « Lisez, monsieur. » Il s'est mis à me lire un long texte, en chantant à la fin de chaque ligne et en hésitant au milieu de chaque mot. C'était le rejet de mon pourvoi. « L'arrêt sera exécuté aujourd'hui en place de grève, » a-t-il ajouté quand il a eu terminé, sans lever les yeux de dessus son papier timbré. « Nous partons à 7h30 précises pour la conciergerie. Mon cher monsieur, aurez-vous l'extrême bonté de me suivre ?» Depuis quelques instants, je ne l'écoutais plus. Le directeur causait avec le prêtre. Lui avait l'œil fixé sur son papier. Je regardais la porte, qui était restée entr'ouverte. Ah, misérable, 4 fusiliers dans le corridor. L'huissier a répété sa question en me regardant cette fois. Quand vous voudrez, lui ai-je répondu. À votre aise. Il m'a salué en disant « J'aurai l'honneur de venir vous chercher dans une demi-heure. » Alors ils m'ont laissé seul. Un moyen de fuir. Mon Dieu, un moyen quelconque. Il faut que je m'évade, il le faut, sur le champ, par les portes, par les fenêtres, par la charpente du toit. Quand même je devrais laisser de ma chair après les poutres. Ô rage, démon, malédiction! Il faudrait des mois pour percer ce mur avec de bons outils, et je n'ai ni un clou, ni une heure. Chapitre 22. De la conciergerie. Me voici transféré, comme dit le procès-verbal. Mais le voyage vaut la peine d'être compté. 7h30 sonnaient lorsque l'huissier s'est présenté de nouveau au seuil de mon cachot. « Monsieur, » m'a-t-il dit, « je vous attends. » Hélas, lui et d'autres. Je me suis levé, j'ai fait un pas. Il m'a semblé que je n'en pourrais faire un second, tant ma tête était lourde et mes jambes faibles. Cependant je me suis remis, et j'ai continué d'une allure assez ferme. Avant de sortir du cabanon, j'y ai promené un dernier coup d'œil. Je l'aimais, mon cachot. Puis je l'ai laissé vide et ouvert, ce qui donne à un cachot un air singulier. Au reste, il ne le sera pas longtemps. Ce soir, on y attend quelqu'un, disaient les porte-clés. Un condamné que la cour d'assises est en train de faire à l'heure qu'il est. Au détour du corridor, l'aumônier nous a rejoints. Il venait de déjeuner. Au sortir de la geôle, le directeur m'a pris affectueusement la main et a renforcé mon escorte de 4 vétérans. Devant la porte de l'infirmerie, un vieillard moribond m'a crié « Au revoir !» Nous sommes arrivés dans la cour. J'ai respiré. Cela m'a fait du bien. Nous n'avons pas marché longtemps à l'air. Une voiture attelée de chevaux de poste stationnait dans la première cour. C'est la même voiture qui m'avait amené. Une espèce de cabriolet oblong divisé en 2 sections par une grille transversale de fil de fer si épaisse qu'on la dirait tricotée. Les 2 sections ont chacune une porte, l'une devant, l'autre derrière la carriole. Le tout si sale, si noir, si poudreux que le corbillard des pauvres est une carrosse du sacre en comparaison.
Avant de m'ensevelir dans cette tombe à deux roues, j'ai jeté un regard dans la cour, un de ces regards désespérés devant lesquels il semble que les murs devraient crouler. La cour, espèce de petite place plantée d'arbres, était plus encombrée encore de spectateurs que pour les galériens. Déjà la foule. Comme le jour du départ de la chaîne, il tombait une pluie de la saison, une pluie fine et glacée, qui tombe encore à l'heure où j'écris, qui tombera sans doute toute la journée, qui durera plus que moi. Les chemins étaient effondrés, la cour pleine de fange et d'eau. J'ai eu plaisir à voir cette foule dans cette boue. Nous sommes montés, l'huissier et un gendarme dans le compartiment de devant, le prêtre, moi et un gendarme dans l'autre. 4 gendarmes à cheval autour de la voiture. Ainsi, sans le postillon, 8 hommes pour un homme. Pendant que je montais, il y avait une vieille aux yeux gris qui disait « J'aime encore mieux cela que la chaîne. » Je conçois. C'est un spectacle qu'on embrasse plus aisément d'un coup d'œil. C'est plutôt vu. C'est tout aussi beau et plus commode. Rien ne vous distrait. Il n'y a qu'un homme, et sur cet homme seul autant de misère que sur tous les forçats à la fois. Seulement cela est moins éparpillé. C'est une liqueur concentrée, bien plus savoureuse. La voiture s'est ébranlée. Elle a fait un bruit sourd en passant sous la voûte de la grande porte, puis a débouché dans l'avenue, et les lourds battants de Bicêtre se sont refermés derrière elle. Je me sentais emporté avec stupeur, comme un homme tombé en léthargie qui ne peut ni remuer ni crier, et qui entend qu'on l'enterre. J'écoutais vaguement les paquets de sonnettes pendus au cou des chevaux de poste sonner en cadence, et comme par hoquet, les roues ferrées bruire sur le pavé ou cogner la caisse en changeant d'ornière, le galop sonore des gendarmes autour de la carriole, le fouet claquant du postillon. Tout cela me semblait comme un tourbillon qui m'emportait. À travers le grillage d'un Judas percé en face de moi, mes yeux s'étaient fixés machinalement sur l'inscription gravée en grosses lettres au-dessus de la grande porte de Bicêtre. Hospice de la vieillesse. Tiens, me disais-je, il paraît qu'il y a des gens qui vieillissent, là. Et, comme on fait entre la veille et le sommeil, je retournais cette idée en tous sens dans mon esprit engourdi de douleur. Tout à coup, la carriole, en passant de l'avenue dans la grande route, a changé le point de vue de la lucarne. Les tours de Notre-Dame sont venues s'y encadrer, bleues et à demi effacées dans la brume de Paris. Sur le champ, le point de vue de mon esprit a changé aussi. J'étais devenu machine comme la voiture. À l'idée de Bicêtre a succédé l'idée des tours de Notre-Dame. Ceux qui seront sur la tour où est le drapeau verront bien, me suis-je dit en souriant stupidement. Je crois que c'est à ce moment-là que le prêtre s'est remis à parler. Je l'ai laissé dire patiemment. J'avais déjà dans l'oreille le bruit des roues, le galop des chevaux, le fouet du postillon. C'était un bruit de plus. J'écoutais en silence cette chute de paroles monotones qui assoupissait ma pensée comme le mur d'une fontaine et qui passaient devant moi toujours diverses et toujours les mêmes, comme les ormeaux tortus de la grande route lorsque la voix brève et saccadée de l'huissier, placé sur le devant, est venue subitement me secouer. « Eh bien, monsieur l'abbé, disait-il avec un accent presque gai, qu'est-ce que vous savez de nouveau ?» C'est vers le prêtre qu'il se retournait en parlant ainsi. L'aumônier qui me parlait sans relâche et que la voiture assourdissait n'a pas répondu. « Eh, eh !» a repris l'huissier en haussant la voix pour avoir le dessus sur le bruit des roues. « Infernale voiture !» Infernale, en effet. Il a continué. « Sans doute, c'est le chaos.
on ne s'entend pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Faites-moi le plaisir de m'apprendre ce que je voulais dire, monsieur l'abbé. Ah, savez-vous la grande nouvelle de Paris aujourd'hui? J'ai tressailli, comme s'il parlait de moi. Non, a dit le prêtre, qui avait enfin entendu. Je n'ai pas eu le temps de lire les journaux ce matin. Je verrai cela ce soir. Quand je suis occupé comme cela toute la journée, je recommande au portier de me garder mes journaux, et je les lis en rentrant. Bah, a repris l'huissier, il est impossible que vous ne sachiez pas cela. La nouvelle de Paris, la nouvelle de ce matin. J'ai pris la parole. Je crois la savoir. L'huissier m'a regardé. Vous? Vraiment? En ce cas, qu'en dites-vous? Vous êtes curieux, lui ai-je dit. Pourquoi, monsieur? A répliqué l'huissier. Chacun a son opinion politique. Je vous estime trop pour croire que vous n'avez pas la vôtre. Quant à moi, je suis tout à fait d'avis du rétablissement de la garde nationale. J'étais sergent de ma compagnie, et, ma foi, c'était fort agréable. Je l'ai interrompu. Je ne croyais pas que ce fût de cela qu'il s'agissait. Et de quoi donc? Vous disiez savoir la nouvelle. Je parlais d'une autre, dont Paris s'occupe aussi aujourd'hui. L'imbécile n'a pas compris. Sa curiosité s'est éveillée. Une autre nouvelle? Où diable avez-vous pu apprendre des nouvelles? Laquelle, de grâce, mon cher monsieur? Savez-vous ce que c'est, monsieur l'abbé? Êtes-vous plus au courant que moi? Mettez-moi au fait, je vous prie. De quoi s'agit-il? Voyez-vous, j'aime les nouvelles. Je les conte à monsieur le président, et cela l'amuse. Émile billevesait, il se tournait tour à tour vers le prêtre et vers moi, et je ne répondais qu'en haussant les épaules. Eh bien, m'a-t-il dit, à quoi pensez-vous donc? Je pense, ai-je répondu, que je ne penserai plus ce soir. Ah, c'est cela, m'a-t-il répliqué. Allons, vous êtes trop triste. Monsieur Castin causait. Puis, après un silence, j'ai conduit monsieur Papavoine. Il avait sa casquette de loutre et fumait son cigare. Quant aux jeunes gens de La Rochelle, ils ne parlaient qu'entre eux. Mais ils parlaient. Il a fait encore une pause et a poursuivi. Des fous, des enthousiastes. Ils avaient l'air de mépriser tout le monde. Pour ce qui est de vous, je vous trouve bien pensif, jeune homme. Jeune homme, lui ai-je dit, je suis plus vieux que vous. Chaque quart d'heure qui s'écoule me vieillit d'une année. Il s'est retourné, m'a regardé quelques minutes avec un étonnement inepte, puis s'est mis à ricaner lourdement. Allons, vous voulez rire? Plus vieux que moi? Je serai votre père. Je ne veux pas rire, lui ai-je répondu gravement. Il a ouvert sa tabatière. Tenez, cher monsieur, ne vous fâchez pas. Une prise de tabac, et ne me gardez pas rancune. N'ayez pas peur, je n'aurai pas longtemps à vous la garder. En ce moment, sa tabatière, qu'il me tendait, a rencontré le grillage qui nous séparait. Un chaos a fait qu'elle a heurté assez violemment et s'est tombée, tout ouverte, sous les pieds du gendarme. Maudit grillage, s'est écrié l'huissier. Il s'est tourné vers moi. Eh bien, ne suis-je pas malheureux? Tout mon tabac est perdu. Je perds plus que vous, ai-je répondu en souriant. Il a essayé de ramasser son tabac, en grommelant entre ses dents. Plus que moi. Cela est facile à dire. Pas de tabac jusqu'à Paris. C'est terrible. L'aumônier alors lui a adressé quelques paroles de consolation, et je ne sais pas si j'étais occupé, mais il m'a semblé que c'était la suite de l'exhortation dont j'avais eu le commencement. Peu à peu, la conversation s'est engagée entre le prêtre et l'huissier. Je les ai laissés parler de leur côté, et je me suis mis à penser du mien. En abordant la barrière, j'étais toujours préoccupé, sans doute, mais Paris m'a paru faire un plus grand bruit qu'à l'ordinaire. La voiture s'est arrêtée un moment devant l'octroi. Les douaniers de ville
l'ont inspecté. Si c'eût été un mouton ou un bœuf qu'on eût mené à la boucherie, il aurait fallu leur jeter une bourse d'argent. Mais une tête humaine ne paye pas de droits. Nous avons passé. Le boulevard franchi, la carriole s'est enfoncée au grand trot dans ces vieilles rues tortueuses du faubourg Saint-Marceau et de la Cité, qui serpentent et s'entrecoupent comme les 1000 chemins d'une fourmilière. Sur le pavé de ces rues étroites, le roulement de la voiture est devenu si bruyant et si rapide que je n'entendais plus rien du bruit extérieur. Quand je jetai les yeux par la petite lucarne carrée, il me semblait que le flot des passants s'arrêtait pour regarder la voiture, et que des bandes d'enfants couraient sur sa trace. Il m'a semblé aussi voir de temps en temps, dans les carrefours, çà et là, un homme ou une vieille en haillons, quelquefois les deux ensemble, tenant en main une liasse de feuilles imprimées que les passants se disputaient, en ouvrant la bouche comme pour un grand cri. 8h30 sonnaient à l'horloge du palais, au moment où nous sommes arrivés dans la cour de la conciergerie. La vue de ce grand escalier, de cette noire chapelle, de ces guichets sinistres m'a glacé. Quand la voiture s'est arrêtée, j'ai cru que les battements de mon cœur allaient s'arrêter aussi. J'ai recueilli mes forces. La porte s'est ouverte avec la rapidité de l'éclair. J'ai sauté à bas du cachot roulant et je me suis enfoncé à grands pas sous la voûte entre deux haies de soldats. Il s'était déjà formé une foule sur mon passage. Chapitre 13. Tant que j'ai marché dans les galeries publiques du palais de justice, je me suis senti presque libre et à l'aise. Mais toute ma résolution m'a abandonné quand on a ouvert devant moi des portes basses, des escaliers secrets, des couloirs intérieurs, de longs corridors étouffés, où il n'entre que ceux qui condamnent ou ceux qui sont condamnés. L'huissier m'accompagnait toujours. Le prêtre m'avait quitté pour revenir dans 2 heures. Il avait ses affaires. On m'a conduit au cabinet du directeur, entre les mains duquel l'huissier m'a remis. C'était un échange. Le directeur l'a prié d'attendre un instant, lui annonçant qu'il allait avoir du gibier à lui remettre, afin qu'il le conduisît sur le champ à Bicêtre par le retour de la carriole. Sans doute le condamné d'aujourd'hui, celui qui doit coucher ce soir sur la botte de paille que je n'ai pas eu le temps d'user. « C'est bon, » a dit l'huissier au directeur. « Je vais attendre un moment. Nous ferons les 2 procès-verbaux à la fois. Cela s'arrange bien. » En attendant, on m'a déposé dans un petit cabinet attenant à celui du directeur. Là, on m'a laissé seul, bien verrouillé. Je ne sais à quoi je pensais, ni depuis combien de temps j'étais là, quand un brusque et violent éclat de rire à mon oreille m'a réveillé de ma rêverie. J'ai levé les yeux en tressaillant. Je n'étais plus seul dans la cellule. Un homme s'y trouvait avec moi. Un homme d'environ 55 ans, de moyenne taille, ridé, voûté, grisonnant, à membres trapus, avec un regard louche dans des yeux gris, un rire amer sur le visage, sale, en guenilles, demi-nu, repoussant à voir. Il paraît que la porte s'était ouverte, l'avait vomi, puis s'était refermée sans que je m'en fusse aperçu. Si la mort pouvait venir ainsi. Nous nous sommes regardés quelques secondes fixement, l'homme et moi. Lui, prolongeant son rire qui semblait à un râle. Moi, demi-étonné, demi-effrayé. « Qui êtes-vous » lui ai-je dit enfin. « Drôle de demande, » a-t-il répondu. « Un frioche. » « Un frioche ? Qu'est-ce que cela veut dire ?» Cette question a redoublé sa gaieté. « Cela veut dire, » s'est-il écrié au milieu d'un éclat de rire, « que le tôle jouera au panier avec ma Sorbonne dans 6 semaines, comme il va faire avec ta tronche dans 6 heures. Ha ha.
Il paraît que tu comprends maintenant. En effet, j'étais pâle et mes cheveux se dressaient. C'était l'autre condamné, le condamné du jour, celui qu'on attendait à Bicêtre, mon héritier. Il a continué. Que veux-tu? Voilà mon histoire à moi. Je suis fils d'un bon pègre. C'est dommage que Charlot ait pris la peine de lui attacher sa cravate. C'était quand régnait la potence, par la grâce de Dieu. À 6 ans, je n'avais plus ni père ni mère. L'été, je faisais la roue dans la poussière au bord des routes pour qu'on me jetât un sou par la portière des chaises de poste. L'hiver, j'allais pieds nus dans la boue en soufflant dans mes doigts tout rouges. On voyait mes cuisses à travers mon pantalon. À 9 ans, j'ai commencé à me servir de mes louches. De temps en temps, je vidais une fouilleuse, je filais une pelure. À 10 ans, j'étais un marlou. Puis j'ai fait des connaissances. À 17, j'étais un grinche. Je forçais une boutanche, je faussais une tournante. On m'a pris. J'avais l'âge, on m'a envoyé ramer dans une petite marine. Le bagne, c'est dur. Coucher sur une planche, boire de l'eau claire, manger du pain noir, traîner un imbécile de boulet qui ne sert à rien. Des coups de bâton et des coups de soleil. Avec cela, on est tondu. Et moi qui avais de beaux cheveux châtains. N'importe, j'ai fait mon temps. 15 ans, cela s'arrache. J'avais 32 ans. Un beau matin, on me donna une feuille de route et 66 francs que je m'étais amassés dans mes 15 ans de galère, en travaillant 16 heures par jour, 30 jours par mois et 12 mois par année. C'est égal, je voulais être honnête homme avec mes 66 francs, et j'avais de plus beaux sentiments sous mes guenilles qu'il n'y en a sous une serpillière de ratichon. Mais que les diables soient avec le passeport. Il était jaune, et on avait écrit dessus « Forçat libéré ». Il fallait montrer cela partout où je passais, et le présenter tous les 8 jours au maire du village où l'on me forçait de t'appliquer. La belle recommandation. Un galérien. Je faisais peur, et les petits enfants se sauvaient, et l'on fermait les portes. Personne ne voulait me donner d'ouvrage. Je mangeais mes 66 francs. Et puis, il fallut vivre. Je montrai mes bras bons au travail. On ferma les portes. J'offris ma journée pour 15 sous, pour 10 sous, pour 5 sous. Point. Que faire? Un jour, j'avais faim. Je donnai un coup de coude dans le carreau d'un boulanger. J'empoignai un pain, et le boulanger m'empoigna. Je ne mangea pas le pain, et j'eus les galères à perpétuité, avec 3 lettres de feu sur l'épaule. Je te montrerai, si tu veux. On appelle cette justice-là la récidive. Me voilà donc cheval de retour. On me remit à Toulon, cette fois avec les bonnets verts. Il fallait m'évader. Pour cela je n'avais que 3 murs à percer, 2 chaînes à couper, et j'avais un clou. Je m'évadai. On tira le canon d'alerte, car nous autres, nous sommes comme les cardinaux de Rome, habillés de rouge, et on tire le canon quand nous partons. Leur poudre alla aux moineaux. Cette fois, pas de passeport jaune, mais pas d'argent non plus. Je rencontrai des camarades qui avaient aussi fait leur temps ou cassé leurs ficelles. Leur couard me proposa d'être des leurs. On faisait la grande soulasse sur le trimar. J'acceptai, et je me mis à tuer pour vivre. C'était tantôt une diligence, tantôt une chaise de poste, tantôt un marchand de bœuf à cheval. On prenait l'argent, on laissait aller au hasard la bête ou la voiture, et l'on enterrait l'homme sous un arbre, en ayant soin que les pieds ne sortissent pas. Et puis on dansait sur la fosse, pour que la terre ne parût pas fraîchement remuée. J'ai vieilli comme cela, gitant dans les broussailles, dormant aux belles étoiles, traqué de bois en bois, mais du moins libre et à moi. Tout a une fin, et autant celle-là qu'une autre.
Les marchands de lacets, une belle nuit, nous ont pris au collet. Mes fanandels se sont sauvés, mais moi, le plus vieux, je suis resté sous la griffe de ces chats à chapeau galonné. On m'a amené ici. J'avais déjà passé tous les échelons de l'échelle, excepté un. Avoir volé un mouchoir ou tué un homme. C'était tout un pour moi désormais. Il y avait encore une récidive à m'appliquer. Je n'avais plus qu'à passer par le faucheur. Mon affaire a été courte. Ma foi, je commençais à vieillir et à n'être plus bon à rien. Mon père a épousé la veuve, moi je me retire à l'abbaye à Mont à regret. Voilà, camarade. J'étais resté stupide en l'écoutant. Il s'est remis à rire plus haut encore qu'en commençant et a voulu me prendre la main. J'ai reculé avec horreur. L'ami, m'a-t-il dit, tu n'as pas l'air brave. Ne va pas faire le cinvre devant la carline. Vois-tu, il y a un mauvais moment à passer sur la placarde. Mais cela est sitôt fait. Je voudrais être là pour te montrer la culbute. Mille dieux, j'ai envie de ne pas me pourvoir, si l'on veut me faucher aujourd'hui avec toi. Le même prêtre nous servira à tous deux. Ça m'est égal d'avoir tes restes. Tu vois que je suis un bon garçon, hein? Dis, veux-tu? D'amitié. Il a encore fait un pas pour s'approcher de moi. Monsieur, lui ai-je répondu en le repoussant, je vous remercie. Nouveaux éclats de rire à ma réponse. Ah, ah, monsieur, vous êtes un marquis. C'est un marquis. Je l'ai interrompu. Mon ami, j'ai besoin de me recueillir. Laissez-moi. La gravité de ma parole l'a rendu pensif tout à coup. Il a remué sa tête grise et presque chauve, puis, creusant avec ses ongles sa poitrine velue qui s'offrait nue sous sa chemise ouverte. « Je comprends, a-t-il murmuré entre ses dents. Au fait, le sanglier. Puis, après quelques minutes de silence, tenez, m'a-t-il dit presque timidement, vous êtes un marquis, c'est fort bien. Mais vous avez là une belle redingote qui ne vous servira plus à grand-chose. Le tôle la prendra. Donnez-la-moi, je la vendrai pour avoir du tabac. J'ai ôté ma redingote et je la lui ai donnée. Il s'est mis à battre des mains avec une joie d'enfant. Puis voyant que j'étais en chemise et que je grelottais. « Vous avez froid? Monsieur, mettez ceci. Il pleut et vous seriez mouillé. Et puis il faut être décemment sur la charrette. » En parlant ainsi, il ôtait sa grosse veste de laine grise et la passait dans mes bras. Je le laissais faire. Alors j'ai été m'appuyer contre le mur, et je ne saurais dire quel effet me faisait cet homme. Il s'était mis à examiner la redingote que je lui avais donnée, et poussait à chaque instant des cris de joie. Les poches sont toutes neuves. Le collet n'est pas usé. J'en aurai au moins 15 francs. Quel bonheur! Du tabac pour mes 6 semaines. La porte s'est rouverte. On venait nous chercher tous deux. Moi, pour me conduire à la chambre où les condamnés attendent l'heure. Lui, pour le mener à Bicêtre. Il s'est placé en riant au milieu du piquet qui devait l'emmener, et il disait aux gendarmes. Ah ça, ne vous trompez pas. Nous avons changé de pelure, monsieur et moi. Mais ne me prenez pas à sa place. Diable, cela ne m'arrangerait pas, maintenant que j'ai de quoi avoir du tabac. Chapitre 24. Ce vieux scélérat, il m'a pris ma redingote, car je ne la lui ai pas donnée. Et puis il m'a laissé cette guenille, sa veste infâme. De qui vais-je avoir l'air? Je ne lui ai pas laissé prendre ma redingote par insouciance ou par charité. Non, mais parce qu'il l'était plus fort que moi. Si j'avais refusé, il m'aurait battu avec ses gros poings. Ah bien oui, charité. J'étais plein de mauvais sentiments. J'aurais voulu pouvoir l'étrangler de mes mains,
le vieux voleur, pouvoir le piler sous mes pieds. Je me sens le cœur plein de rage et d'amertume. Je crois que la poche au fiel a crevé. La mort rend méchant. Chapitre 25. Ils m'ont amené dans une cellule où il n'y a que les 4 murs, avec beaucoup de barreaux à la fenêtre et beaucoup de verrous à la porte. Cela va sans dire. J'ai demandé une table, une chaise et ce qu'il faut pour écrire. On m'a apporté tout cela. Puis j'ai demandé un lit. Le guichetier m'a regardé de ce regard étonné qui semble dire « À quoi bon ?» Cependant, ils ont dressé un lit de sangle dans le coin. Mais en même temps, un gendarme est venu s'installer dans ce qu'ils appellent ma chambre. Est-ce qu'ils ont peur que je ne m'étrangle avec le matelas? Chapitre 26. Il est 10 heures. Oh, ma pauvre petite fille. Encore 6 heures, et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on disséquera de l'autre. Puis de ce qui restera, on en mettra plein une bière, et le tout ira à Clamart. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père, ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent et tous pourraient me sauver. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie? Me tuer de sang-froid, en cérémonie pour le bien de la chose. Ah, grand Dieu! Pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir joignait tes 2 mains pour prier Dieu. Qui est-ce qui te fera tout ça maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour de l'an, des étrennes des beaux joujoux, des bonbons et des baisers? Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger? Oh, si ces jurés l'avaient vue, au moins, ma jolie petite Marie, ils l'auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Et quand elle sera grande, si elle va jusque-là, que deviendra-t-elle? Son père sera un des souvenirs du peuple de Paris. Elle rougira de moi et de mon nom. Elle sera méprisée, repoussée, vile à cause de moi qui l'aime de toutes les tendresses de mon cœur. Ô ma petite Marie bien-aimée, est-il bien vrai que tu auras honte et horreur de moi? Misérable, quel crime j'ai commis et quel crime je fais commettre à la société. Ah, est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour? Est-il bien vrai que c'est moi? Ce bruit sourd de cris que j'entends au dehors, ce flot de peuple joyeux qui déjà se hâte sur les quais, ces gendarmes qui s'apprêtent dans leurs casernes, ce prêtre en robe noire, cet autre homme aux mains rouges, c'est pour moi. C'est moi qui vais mourir. Moi, le même qui est ici, qui vit, qui se meut, qui respire, qui est assis à cette table, laquelle ressemble à une autre table et pourrait aussi bien être ailleurs. Moi, enfin, ce moi que je touche et que je sens, et dont le vêtement fait les plis que voilà. Chapitre 27. Encore si je savais comment cela est fait, et de quelle façon on meurt là-dessus. Mais c'est horrible, je ne le sais pas. Le nom de la chose est effroyable, et je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire et le prononcer. La combinaison de ces 10 lettres, leur aspect, leur physionomie est bien faite pour réveiller une idée épouvantable, et le médecin de malheur qui a inventé la chose avait un nom prédestiné. L'image que j'y attache à ce mot hideux est vague, indéterminée,
est d'autant plus sinistre. Chaque syllabe est comme une pièce de la machine. J'en construis et j'en démolis sans cesse dans mon esprit la monstrueuse charpente. Je n'ose faire une question là-dessus, mais il est affreux de ne savoir ce que c'est, ni comment s'y prendre. Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre. Ah, mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. Chapitre 28. Je l'ai cependant entrevu une fois. Je passais sur la place de Grève, en voiture, un jour vers 11 heures du matin. Tout à coup la voiture s'arrêta. Il y avait foule sur la place. Je mis la tête à la portière. Une populace encombrait la Grève et le quai, et des femmes, des hommes, des enfants étaient debout sur le parapet. Au-dessus des têtes, on voyait une espèce d'estrade en bois rouge que 3 hommes échafaudaient. Un condamné devait être exécuté le jour même, et l'on bâtissait la machine. Je détournai la tête avant d'avoir vu. À côté de la voiture, il y avait une femme qui disait à un enfant : « Tiens, regarde, le couteau coule mal. Ils vont graisser la rainure avec un bout de chandelle. C'est probablement là qu'ils s'en sont aujourd'hui. 11 heures viennent de sonner. Ils graissent sans doute la rainure. Ah, cette fois, malheureux, je ne détournerai pas la tête. » Chapitre 29. Ô ma grâce, on me fera peut-être grâce. Le roi ne m'en veut pas. Qu'on aille chercher mon avocat, vite, l'avocat. Je veux bien des galères, 5 ans de galères et que tout soit dit. Ou 20 ans, ou à perpétuité avec le fer rouge, mais grâce de la vie. Un forçat, cela marche encore, cela va et vient, cela voit le soleil. Chapitre 30. Le prêtre est revenu. Il a des cheveux blancs, l'air très doux, une bonne et respectable figure. C'est en effet un homme excellent et charitable. Ce matin, je l'ai vu vider sa bourse dans les mains des prisonniers. D'où vient que sa voix n'a rien qui émeuve et qui soit émue? D'où vient qu'il ne m'a rien dit encore qu'il m'ait pris par l'intelligence ou par le cœur? Ce matin, j'étais égaré. J'ai à peine entendu ce qu'il m'a dit. Cependant ces paroles m'ont semblé inutiles et je suis resté indifférent. Elles ont glissé comme cette pluie froide sur cette vitre glacée. Cependant, quand il est rentré tout à l'heure près de moi, sa vue m'a fait du bien. C'est parmi tous ces hommes le seul qui soit encore homme pour moi, me suis-je dit. Et il m'a pris une ardente soif de bonnes et consolantes paroles. Nous nous sommes assis, lui sur la chaise, moi sur le lit. Il m'a dit : « Mon fils », ce mot m'a ouvert le cœur. Il a continué : « Mon fils, croyez-vous en Dieu ? » ?»« Oui, mon père, lui ai-je répondu. »« Croyez-vous en la sainte Église catholique, apostolique et romaine ? » ?»« Volontiers, lui ai-je dit. »« Mon fils, a-t-il repris, vous avez l'air de douter. » Alors il s'est mis à parler. Il a parlé longtemps. Il a dit beaucoup de paroles. Puis, quand il a cru avoir fini, il s'est levé et m'a regardé pour la première fois depuis le commencement de son discours, en m'interrogeant. Eh bien ? Je proteste que j'avais écouté avec avidité d'abord, puis avec attention, puis avec dévouement. Je me suis levé aussi. « Monsieur, lui ai-je répondu, laissez-moi seul, je vous prie. » Il m'a demandé : « Quand reviendrai-je ? Je vous le ferai savoir. » Alors il est sorti sans colère, mais en hochant la tête, comme en se disant à lui-même : « Un impie ! Non, si bas que je sois tombé, je ne suis pas un impie.
et Dieu m'est témoin que je crois en lui. Mais que m'a-t-il dit, ce vieillard? Rien de senti, rien d'attendri, rien de pleuré, rien d'arraché de l'âme, rien qui vint de son cœur pour aller au mien, rien qui fut de lui à moi. Au contraire, je ne sais quoi de vague, d'inaccentué, d'applicable à tous et à tout. Emphatique où il eût été besoin de profondeur, plat où il eût fallu être simple, une espèce de sermon sentimental et d'élégie théologique. Ça et là, une citation latine en latin, Saint Augustin, Saint Grégoire, que sais-je. Et puis, il avait l'air de réciter une leçon déjà 20 fois récitée, de repasser un thème, oblitéré dans sa mémoire à force d'être su. Pas un regard dans l'œil, pas un accent dans la voix, pas un geste dans les mains. Et comment en serait-il autrement? Ce prêtre est l'aumônier en titre de la prison. Son état est de consoler et d'exhorter, et il vit de cela. Les forçats, les patients sont du ressort de son éloquence. Il les confesse et les assiste parce qu'il a sa place à faire. Il a vieilli à mener des hommes mourir. Depuis longtemps, il est habitué à ce qui fait frissonner les autres. Ses cheveux bien poudrés à blanc ne se dressent plus. Le bagne et l'échafaud sont de tous les jours pour lui. Il est blasé. Probablement il a son cahier, telle page les galériens, telle page les condamnés à mort. On l'avertit la veille qu'il y aura quelqu'un à consoler le lendemain, à telle heure. Il demande ce que c'est, galérien ou supplicié, et relit la page. Et puis il vient. De cette façon, il advient que ceux qui vont à Toulon et ceux qui vont à la grève sont un lieu commun pour lui, et qu'il est un lieu commun pour eux. Oh, qu'on m'aille donc, au lieu de cela, chercher quel jeune vicaire, quelque vieux curé, au hasard, dans la première paroisse venue, qu'on le prenne au coin de son feu, lisant son livre et ne s'attendant à rien, et qu'on lui dise « Il y a un homme qui va mourir, et il faut que ce soit vous qui le consoliez. Il faut que vous soyez là quand on lui liera les mains, là quand on lui coupera les cheveux. Que vous montiez dans sa charrette avec votre crucifix pour lui cacher le bourreau. Que vous soyez cahoté avec lui par le pavé jusqu'à la grève. Que vous traversiez avec lui l'horrible foule buveuse de sang. Que vous l'embrassiez au pied de l'échafaud et que vous restiez là jusqu'à ce que la tête soit ici et le corps là. Alors, qu'on me l'amène, tout palpitant, tout frissonnant de la tête aux pieds, qu'on me jette entre ses bras, à ses genoux, et il pleurera, et nous pleurerons. Et il sera éloquent, et je serai consolé, et mon cœur se dégonflera dans le sien, et il prendra mon âme, et je prendrai son Dieu. Mais ce bon vieillard, qu'est-il pour moi? Que suis-je pour lui? Un individu de l'espèce malheureuse, une ombre comme il en a déjà tant vu, une unité à ajouter au chiffre des exécutions. J'ai peut-être tort de le repousser ainsi. C'est lui qui est bon et moi qui suis mauvais. Hélas, ce n'est pas ma faute. C'est mon souffle de condamné qui gâte et flétrit tout. On vient de m'apporter de la nourriture. Ils ont cru que je devais en avoir besoin. Une table délicate et recherchée, il me semble, et autre chose encore. Eh bien, j'ai essayé de manger, mais à la première bouchée, tout est tombé de ma bouche, tant cela m'a paru amer et fétide. Chapitre 31. Il vient d'entrer un monsieur, le chapeau sur la tête, qui m'a à peine regardé, puis a ouvert un pied de roi et s'est mis à mesurer de bas en haut les pierres du mur, parlant d'une voix très haute pour dire tantôt « c'est cela », tantôt « ce n'est pas cela ». J'ai demandé aux gendarmes qui c'était.
Il paraît que c'est une espèce de sous-architecte employé à la prison. De son côté, sa curiosité s'est éveillée sur mon compte. Il a échangé quelques demi-mots avec le porte-clés qui l'accompagnait, puis a fixé un instant les yeux sur moi, a secoué la tête d'un air insouciant, et s'est remis à parler à voix haute et à prendre des mesures. Sa besogne finie, il s'est approché de moi en me disant avec sa voix éclatante: « Mon bon ami, dans 6 mois cette prison sera beaucoup mieux. » Et son geste semblait ajouter: « Vous n'en jouirez pas, c'est dommage. » Il souriait presque. J'ai cru voir le moment où il allait me railler doucement, comme on plaisante une jeune mariée le soir de ses noces. Mon gendarme, vieux soldat à chevrons, s'est chargé de la réponse. « Monsieur, lui a-t-il dit, on ne parle pas si haut dans la chambre d'un mort. » L'architecte s'en est allé. Moi, j'étais là, comme une des pierres qu'il mesurait. Chapitre 22. Et puis, il m'est arrivé une chose ridicule. On est venu relever mon bon vieux gendarme, auquel, ingrat, égoïste que je suis, je n'ai seulement pas serré la main. Un autre l'a remplacé, homme à front déprime, des yeux de bœuf, une figure inepte. Au reste, je n'y avais fait aucune attention. Je tournais le dos à la porte, assis devant la table. Je tâchais de rafraîchir mon front avec ma main, et mes pensées troublaient mon esprit. Un léger coup, frappé sur mon épaule, m'a fait tourner la tête. C'était le nouveau gendarme, avec qui j'étais seul. Voici à peu près de quelle façon il m'a adressé la parole. « Criminel, avez-vous bon cœur ?» ?»« Non, lui ai-je dit. La brusquerie de ma réponse a paru le déconcerter. Cependant, il a repris en hésitant. « On n'est pas méchant pour le plaisir de l'être. »« Pourquoi non ?» ai-je répliqué. « Si vous n'avez que cela à me dire, laissez-moi. Où voulez-vous en venir ?»« Pardon, mon criminel, » a-t-il répondu. « 2 mots seulement. Voici. Si vous pouviez faire le bonheur d'un autre homme, et que cela ne vous coûtât rien, est-ce que vous ne le feriez pas ?» J'ai haussé les épaules. « Est-ce que vous arrivez de Charenton ? Vous choisissez un singulier vase pour y puiser du bonheur. Moi, faire le bonheur de quelqu'un. » Il a baissé la voix et pris un air mystérieux, ce qui n'allait pas à sa figure idiote. « Oui, criminel. Oui, bonheur. Oui, fortune. Tout cela me sera venu de vous. Voici, je suis un pauvre gendarme. Le service est lourd, la paye est légère. Mon cheval est à moi et me ruine. Or, je mets à la loterie pour contrebalancer. Il faut bien avoir une industrie. Jusqu'ici, il ne m'a manqué pour gagner que d'avoir de bons numéros. J'en cherche partout de sûr. Je tombe toujours à côté. Je mets le 76, il sort le 77. J'ai beau les nourrir, ils ne viennent pas. Un peu de patience, s'il vous plaît. Je suis à la fin. Or, voici une belle occasion pour moi, il paraît. Pardon, criminel, que vous passez aujourd'hui. Il est certain que les morts qu'on fait périr comme cela voient la loterie d'avance. Permettez-moi de venir demain soir. Qu'est-ce que cela vous fait? Me donner 3 numéros. 3 bons, hein? Je n'ai pas peur des revenants. Soyez tranquille. Voici mon adresse. Caserne Popincourt, escalier A, numéro 26, au fond du corridor. Vous me reconnaîtrez bien, n'est-ce pas? Venez même ce soir, si cela vous est plus commode. » J'aurais dédaigné de lui répondre à cet imbécile si une espérance folle ne m'avait traversé l'esprit. Dans la position désespérée où je suis, on croit par moments qu'on briserait une chaîne avec un cheveu. « Écoute, » lui ai-je dit,
en faisant le comédien autant que peut le faire celui qui va mourir. Je puis en effet te rendre plus riche que le roi, te faire gagner des millions, à une condition. Il ouvrait des yeux stupides. Laquelle? Laquelle? Tout pour vous plaire, mon criminel. Au lieu de 3 numéros, je t'en promets 4. Change d'habit avec moi. Si ce n'est que cela, s'est-il écrié en défaisant les premières agrafes de son uniforme. Je m'étais levé de ma chaise, j'observais tous ses mouvements, mon cœur palpitait. Je voyais déjà les portes s'ouvrir devant l'uniforme de gendarme, et la place, et la rue, et le palais de justice derrière moi. Mais il s'est retourné d'un air indécis. Ah, ça! Ce n'est pas pour sortir d'ici. J'ai compris que tout était perdu. Cependant, j'ai tenté un dernier effort, bien inutile et bien insensé. Si fait, lui ai-je dit. Mais ta fortune est faite. Il m'a interrompu. Ah bien non. Tiens, et mes numéros. Pour qu'ils soient bons, il faut que vous soyez morts. Je me suis rassis, muet et plus désespéré de toute l'espérance que j'avais eue.